Le cuir du siège 12F coûtait plus cher que 3 mois de loyer de Cole Bennett. Il le savait parce qu'il l'avait calculé en attachant son fils Ryan, âgé de 6 ans, dans le siège de la classe affaires. Un surclassement offert par courtoisie à un ancien combattant. Aucun d'eux ne semblait à sa place. Les doigts de Ryan serraient un modèle F-22 rayé. Sa peinture était écaillée par 1000 batailles imaginaires. La veste de travail usée de Cole portait quant à elle les traces fantomatiques de taches d'huile. Aucun lavage ne pouvait les effacer. Le parfum de Harper Caldwell arriva avant elle, s'installant dans le siège adjacent avec un soupir qui en disait long, sans que ses lèvres soignées aient besoin d'ajouter quoi que ce soit. Il devrait vraiment avoir des sections séparées, murmura-t-elle à son téléphone, les yeux glissant sur les mains calleuses de Cole, comme si elles étaient contagieuses. Le sourire de l'hôtesse de l'air se fissura lorsqu'elle offrit à Cole une serviette chaude, une petite fissure dans sa façade professionnelle. Cole absorba tout cela en silence. Les escaliers, les chuchotements, la distance prudente que les autres gardaient. Sa mâchoire se crispa une seule fois, lorsque son pouce suivit l'inscription effacée sur le bracelet en acier qui entourait son poignet. Reaper Six, deux mots qui signifiaient autrefois tout, désormais cachés sous la manche d'un homme que le monde avait appris à ignorer. Mais 30 000 pieds de plus bas, sur une piste militaire qu'aucun d'eux ne pouvait encore voir, une vérité attendait en formation. Et lorsqu'elle se mettrait au garde à vous, tous les passagers de cette cabine, en particulier Harper Caldwell, apprendraient que le prix d'un siège n'était rien comparé au prix que certains hommes payaient en silence. Cole avait cessé de s'expliquer depuis des années. Les gens voyaient son col effiloché et ses baskets bon marché et se faisaient leur propre opinion. Ryan pressa son nez contre la vitre. Il serrait fort dans sa main un petit avion de chasse, trouvé dans une boutique d'occasion 3 ans plus tôt. La même semaine, Cole avait vendu sa veste de vol pour payer les uniformes de la maternelle. Cette veste avait son indicatif brodé sur la poitrine. Reaper Six, le bracelet en acier à son poignet, portait la même gravure, un cadeau de sa femme le jour où il était devenu chef d'escadron, à l'époque où l'avenir semblait solide plutôt que flou. La conversation téléphonique de Harper se prolongeait. Prévision trimestrielle, entrepreneur incompétent, contrat de défense. Son entreprise fournissait des systèmes avioniques à l'armée de l'air. Elle parlait des pilotes comme de points de données, des avions comme de portefeuilles d'investissement. Aucun respect pour les êtres humains. Ces machines ramenaient chez eux des familles qui les attendaient. L'hôtesse de l'air revint avec les menus, tendant d'abord celui de Harper avant d'hésiter devant Cole. Allez-vous dîner avec nous aujourd'hui, monsieur? La question trahissait un doute tacite. Cole soutint son regard. Nous prendrons tous les deux du poulet. Merci. Ryan remua, les yeux gris de sa mère s'ouvrirent brièvement avant que le sommeil ne le reprenne. Harper termina son appel et évalua son environnement d'un regard inventoriant tout et réduisant chaque chose à son prix. Son regard se posa sur le jouet de Ryan. Ces choses font tellement de bruit quand les enfants jouent avec. Une fois, j'ai enduré un vol de 5 heures à côté d'un enfant qui n'arrêtait pas de faire des bruits d'avion. Elle rit. Des glaçons et du cristal. L'homme d'affaires assis de l'autre côté de l'allée rit en signe de solidarité. Cole encaissa le coup comme il le faisait toujours, se concentrant sur la chaleur de son fils contre son épaule. Se défendre ne faisait que donner des munitions aux gens. Mieux valait rester silencieux, discret, invisible dans des endroits où il était clair qu'il n'avait pas sa place. Les moteurs commencèrent leur ronronnement avant le décollage, un bruit qui autrefois faisait vibrer Cole jusqu'au plus profond de lui-même. Aujourd'hui, cela ne faisait que lui rappeler tout ce qu'il avait perdu. C'était un Boeing 737, modèle de la fin des années 2000. Il connaissait chaque bruit et chaque système pour avoir passé plusieurs mois en tant que consultant civil à concevoir des procédures d'urgence pour cet avion précis. Ce travail lui avait permis de payer 2 mois de loyer et les soins dentaires de Ryan avant la fin du contrat, puis il était retourné réparer des voitures chez Precision Auto, où la seule chose qui volait était parfois une clé à molette. Le commandant de bord annonça la durée du vol jusqu'à Dallas. Cole se demanda si cet homme avait suivi une formation militaire ou s'il avait gravi les échelons civils. Apprendre dans de petits Cessna plutôt que de foncer dans le ciel à 2 fois la vitesse du son. Le décollage s'accompagna de la pression familière de l'accélération. La main de Ryan trouva celle de son père et la serra fort alors que le sol s'éloignait et que le monde basculait dans les nuages.
Cole avait emprunté cette route des dizaines de fois dans sa vie antérieure. Maintenant, il la voyait comme une forêt touristique, lointaine et déconnectée, un endroit auquel il appartenait autrefois, mais auquel il n'avait plus accès. Harper sortit sa tablette, ses doigts se déplaçant avec une efficacité professionnelle sur les feuilles de calcul et les calendriers de projet, des chiffres représentant plus d'argent que Cole n'enverrait dans toute sa vie. Elle érigeait un mur d'activité qui disait qu'elle était trop importante pour des choses insignifiantes comme les relations humaines. Cole avait rencontré des gens comme elle pendant ses années en uniforme. Des entrepreneurs qui visitaient les bases avec des bagages de marque, prenaient des photos avec des jets qu'ils ne piloteraient jamais, puis se plaignaient de l'hébergement. Ils traitaient les militaires comme des obstacles entre eux et leurs marges bénéficiaires. L'hôtesse de l'air revint avec les boissons. L'eau gazeuse de Harper était servie dans un vrai verre, tandis que le café de Cole était servi dans un gobelet en papier standard avec un couvercle en plastique. De petites distinctions qui, mises bout à bout, en disaient long sur qui comptait. Ryan but son jus à petites gorgées, les yeux fixés sur les nuages. « Papa, murmura-t-il, tu crois que maman peut nous voir d'ici? » La question frappa Cole en plein cœur. Il prit une longue inspiration. « Je pense qu'elle peut nous voir de n'importe où, mon grand. C'est comme ça que fonctionne l'amour. » Harper leur jeta un coup d'œil, le visage animé d'une curiosité ou d'un intérêt morbide. Cole sentit son regard l'évaluer et le rejeter simultanément. Elle vit des taches d'huile et supposa l'incompétence, des vêtements achetés dans une friperie et supposa la paresse, le silence et supposa le vide. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était l'homme qu'il était avant que le chagrin et le traumatisme ne le transforment en cette version plus calme. Les innombrables heures passées dans les simulateurs, les décisions prises en une fraction de seconde qui avaient sauvé des vies. L'expertise qui vivait toujours dans ses mains, même si le monde refusait de la reconnaître. L'avion atteignit son altitude de croisière. Ryan retourna à son jouet, le faisant tourner avec précaution au-dessus de sa tablette. Les effets sonores étaient à peine audibles maintenant, après le mécontentement de Harper. Cole regarda son fils jouer et ressentit la douleur familière de l'insuffisance. Il devrait donner plus à ce garçon, de meilleurs vêtements et des jouets plus récents, une maison sans plafond tachée par l'eau. Mais tout ce qu'il avait, c'était de l'amour, des cadeaux et un refus obstiné de laisser la honte le rabaisser. La tablette de Harper sonna pour signaler un appel entrant. « Oui, je suis en train d'examiner le contrat. Les spécifications sont tout à fait inacceptables. Je me fiche de leur réputation. S'ils ne peuvent pas répondre à nos normes de qualité, ils n'auront pas le contrat. Nous parlons d'équipement militaire, pas de jouets. » Elle souligna le dernier mot avec un mépris particulier, et Ryan se recroquevilla à côté de son père, comprenant que lui et son jet bien-aimé avaient été réduits à des métaphores de l'insuffisance. Cole serra les mâchoires, mais à quoi bon défendre son fils? Harper présenterait des excuses creuses, et Ryan apprendrait que les paroles de son père n'avaient aucun poids ici. Cole serra donc son fils contre lui faisant comprendre en silence qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre, même si le monde entier affirmait qu'ils n'avaient rien. La voix du commandant revint, mais quelque chose avait changé dans son ton. Une tension que l'oreille exercée de Cole perçut immédiatement. « Mesdames et messieurs, nous allons effectuer un atterrissage imprévu à la base aérienne de Fort Stockton en raison d'un problème technique. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, il s'agit simplement d'une mesure de précaution. Hôtesse de l'air, préparez la cabine. » Les doigts de Harper se figèrent, son sang-froid impeccable se fissurant. D'autres passagers cherchèrent leur téléphone, leur irritation palpable, mais Cole sentit un froid s'installer dans ses os. Les problèmes techniques nécessitant un atterrissage militaire n'étaient pas mineurs. Le pilote restait calme pour les passagers, mais Cole comprit le sous-entendu. Quelque chose d'assez grave pour passer outre les protocoles standards. Ryan leva les yeux écarquillés. « Tout va bien, papa? » Cole effaça l'inquiétude de son visage. « Tout va bien, mon grand. Nous prenons juste un autre chemin pour rentrer à la maison. » La descente commença plus raide que d'habitude, et les mains de Cole voulurent atteindre des commandes qui n'étaient pas là. La mémoire musculaire prenant le pas sur le bon sens. Il sentait que le pilote travaillait plus dur qu'il ne le devrait, probablement aux prises avec des problèmes hydrauliques ou une poussée asymétrique. Les autres passagers ne remarquèrent rien, mais Harper agrippait son accoudoir, les jointures blanchies, oubliant sa tablette hors de prix. Pendant un instant,
Elle n'était qu'un être humain confronté à la mortalité, dépouillé de l'armure que lui procurait sa richesse. Les roues touchèrent le sol plus brutalement que prévu, mais de manière contrôlée, et l'avion décéléra grâce à la poussée inverse. Des applaudissements éclatèrent, ce soulagement nerveux que les gens expriment lorsqu'ils ont eu peur sans l'admettre. Cole n'applaudit pas. Il était trop occupé à répertorier chaque son, chaque vibration, son cerveau passant en revue les listes de contrôle post-vol qu'il n'avait pas utilisées depuis des années, mais qu'il ne pouvait oublier. Fort Stockton. La base aérienne s'étendait au-delà des hublots, des hangars et des bâtiments de maintenance, des tours de contrôle et des installations radars. Le chaos organisé d'une infrastructure militaire conçue pour être prête à tout moment. Cole sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Une porte qu'il avait gardée fermée pendant 5 ans. C'était le monde qu'il avait quitté lorsque les cauchemars étaient devenus trop bruyants et que les médecins lui avaient dit qu'il n'était plus apte au service actif. Ryan pressa son visage contre la fenêtre. Il oublia son avion miniature et fixa les vrais avions au loin. Des chasseurs et des avions de transport. La machine de la défense nationale. Papa. Ryan respira. S'agit-il de F-22? Cole suivit le regard de son fils, la gorge serrée. Oui, des F-22 Raptors, les chasseurs les plus avancés de l'arsenal américain. Des avions que Cole avait pilotés lorsqu'ils étaient tout nouveaux. Le manuel était encore en cours de rédaction. Un officier en uniforme monta à bord, sa présence transformant l'atmosphère de plainte civile en précision militaire. Il s'entretint avec l'équipage, puis s'adressa aux passagers avec une autorité calme. Mesdames et messieurs, notre équipe de maintenance inspecte actuellement l'avion. Vous pouvez descendre et patienter dans notre terminal passager. Harper était déjà au téléphone, la voix tranchante en train de reprogrammer ses réunions. Cole aida Ryan avec son sac à dos, se déplaçant lentement avec une réticence qu'il ne pouvait nommer. Se retrouver dans une installation militaire lui donnait l'impression d'être un fantôme assistant à ses propres funérailles. Ils se sont dirigés vers le soleil éclatant du Texas, la chaleur les frappant comme un mur après la cabine climatisée. Le terminal était spartiate et fonctionnel. Des chaises en métal, des distributeurs automatiques, des fenêtres donnant sur la piste où les avions étaient à différents stades de préparation. Harper s'installa sur une chaise près d'une prise électrique, créant ainsi une bulle d'importance. Cole trouva un coin tranquille où Ryan pouvait jouer sans déranger personne, son attention attirée par les fenêtres et le monde au-delà. Ryan s'étala sur le sol avec son jouet, imaginant des missions de sauvetage et des combats aériens. Les effets sonores doux contrastaient avec les conversations des adultes. Cole s'assit à côté de lui, le dos contre le mur, se laissant plonger dans l'imaginaire de son fils, où les héros gagnaient toujours et où personne ne vous jugeait sur vos vêtements. Quelques passagers leur jetèrent un coup d'œil. Un homme en costume coûteux assis sur une moquette industrielle, avec un enfant et un jouet acheté dans une boutique d'occasion. Et Cole pouvait voir les calculs se faire derrière leurs yeux. Harper jeta un coup d'œil, son expression suggérant qu'elle avait senti quelque chose de désagréable, puis retourna à son téléphone. 1 heure passa, puis 90 minutes. Les appels téléphoniques de Harper se multiplièrent. Elle s'était positionnée comme porte-parole officieuse des plaintes des passagers, exigeant des informations de la part du personnel qui n'avait pas le pouvoir de les fournir et menaçant d'intenter une action en justice. Cole observait cette scène avec le détachement de quelqu'un qui avait déjà vu de véritables situations d'urgence. Sous sa colère, Harper était terrifiée d'être impuissante, d'être soumise à des forces qui échappaient à son contrôle. La richesse et le statut social ne pouvaient pas réparer un avion en panne. Elle fit donc ce que les gens comme elle faisaient toujours. Elle a essayé de s'en sortir en criant et en s'indignant. Ryan avait abandonné son jouet pour les hublots. Ses petites mains appuyées contre la vitre, il observait l'équipage du F-22 travailler avec précision. Cole se tenait à côté de son fils, captivé par des détails qu'il ne pouvait s'empêcher de répertorier. L'angle des stabilisateurs, la vérification de la soute à armes, l'inspection des orifices d'admission. Il connaissait chaque centimètre carré de cet avion, l'avait poussé à ses limites, avait confié sa vie à son ingénierie. C'est l'avion le plus cool qui soit, dit Ryan. Cole sourit malgré lui. Oui, mon pote, c'est vrai. Derrière eux, la dernière conversation de Harper avait attiré l'attention. Je me fiche du protocole, disait-elle. J'ai une réunion avec le service des achats du Pentagone que je ne peux pas manquer.
Quelqu'un a sûrement le pouvoir d'organiser un autre moyen de transport. Elle avait acculé un lieutenant avec toute la force de son statut d'entreprise. Le jeune officier garda son sang-froid professionnel. Madame, je comprends votre frustration, mais nous devons suivre les procédures de sécurité appropriées. Le visage de Harper rougit. Savez-vous qui je suis? Mon entreprise fournit la moitié des systèmes avioniques utilisés par votre précieuse armée de l'air. Je pourrais passer un coup de fil. Elle s'interrompit au milieu de sa phrase, car quelque chose derrière le lieutenant avait attiré son attention. Trois pilotes en combinaison de vol entrèrent dans le terminal et se dirigeèrent vers les distributeurs automatiques avec la camaraderie décontractée propre aux membres d'un escadron. Cole se redressa involontairement. Il connaissait ces hommes, non pas individuellement, mais collectivement. La culture dont ils étaient issus, la formation qui les avait façonnés, les codes tacites. L'un d'eux, un major aux cheveux foncés striés de gris, jeta un regard inquisiteur autour du terminal, habitué à évaluer les menaces et les opportunités en quelques secondes. Son regard passa sur Harper, sur les autres passagers, puis s'arrêta net sur Cole. Quelque chose vacilla dans son expression, puis ses yeux se posèrent sur le poignet de Cole, sur le bracelet en acier qui avait glissé sous le poids, exposant juste assez la gravure pour qu'elle soit visible. L'attitude du major changea complètement. Il dit rapidement quelque chose à ses compagnons, puis se dirigea directement vers Cole avec détermination. Cole sentit son cœur s'emballer, cette vieille réaction de combat ou de fuite se déclencher. Ryan sentit le changement et se rapprocha, par instinct protecteur. Le major s'arrêta à une distance respectueuse, les yeux passant du bracelet en acier au visage de Cole et vice-versa. « Excusez-moi, monsieur. Je ne veux pas m'immiscer, mais il fit un geste vers le poignet de Cole. Est-ce votre indicatif ou portez-vous le bracelet commémoratif de quelqu'un d'autre? » La question était respectueuse mais directe, laissant à Cole la possibilité de détourner la conversation. Autour d'eux, le terminal était devenu silencieux. Harper avait interrompu sa plainte. Cole avait la gorge sèche. Il n'avait pas prononcé son indicatif depuis des années. Il n'avait plus revendiqué cette identité depuis sa démobilisation, mais quelque chose dans ce moment, debout dans une base militaire avec son fils à ses côtés, et ce F-22 visible à travers la fenêtre, lui donnait l'impression que mentir serait une trahison. Sa voix était rauque, marquée par le manque d'usage. « C'est le mien. » Reaper 6. L'expression du major passa par plusieurs émotions, pour finir par quelque chose qui ressemblait à de la crainte mêlée de respect. Il se redressa au garde à vous, levant la main dans un salut impeccable. « Monsieur, c'est un honneur. » Ses deux compagnons s'approchèrent, leur attitude décontractée s'évaporant. L'un d'eux, un capitaine qui semblait à peine en âge de se raser, fixait Cole comme s'il venait de voir une légende sortir d'un livre d'histoire. L'autre, un lieutenant-colonel décoré de rubans de combat, était devenu très immobile, les yeux perçants, le reconnaissant. Cole se leva lentement, son corps se souvenant du protocole, même si son esprit avait du mal à suivre. Il lui semblait incorrect de rendre un salut sans uniforme, mais ne pas le faire lui semblait pire. Il leva la main dans un geste qui lui avait autrefois été aussi naturel que respirer. Le terminal s'était transformé en quelque chose d'autre. Ce n'était plus un espace civil, mais militaire, régi par des règles différentes. Harper le fixait, oubliant son téléphone. Ses plaintes précédentes perdaient tout leur sens face à un rituel qu'elle ne comprenait pas, mais dont elle pouvait sentir le poids. Le major baissa son salut, mais ne rompit pas le contact visuel. « Monsieur, j'ai effectué ma mission de qualification avec le capitaine Hayes. Elle parlait tout le temps de vous. Elle disait que vous étiez le meilleur chef d'escadron sous lequel elle avait jamais servi. » Ce nom frappa Cole comme un coup physique. Le capitaine Jessica Hayes, son ailier, sa femme, la femme qui était morte dans un accident d'entraînement alors qu'il était cloué au sol à cause d'une blessure. Incapable de voler à sa poursuite, incapable de faire autre chose que d'écouter la radio alors que son avion tombait en panne et que sa voix restait calme jusqu'à la fin. Ryan s'était tué à côté de son père, comprenant que quelque chose d'important était en train de se passer. La main de Cole se posa sur l'épaule de son fils, le ramenant à la réalité. Le capitaine Hayes était ma femme. Le visage du major s'est décomposé lorsqu'il a compris, les pièces du puzzle s'assemblant. Les vêtements civils, l'enfant. La raison pour laquelle Reaper 6 était assis sur le sol d'un terminal au lieu de diriger un escadron. «
Je suis désolé, monsieur. Je ne savais pas. Cole secoua la tête. Vous ne pouviez pas savoir. Cela fait longtemps. Le lieutenant-colonel s'avança, la voix douce. Monsieur, qu'est-ce qui vous amène à Fort Stockton? Cole fit un geste vers le terminal. Notre avion a eu des problèmes mécaniques. Nous attendons de pouvoir continuer vers Dallas. Les pilotes échangèrent un regard. Le capitaine prit la parole, un sourire qui le rajeunissait. Monsieur, vous étiez à Nellis, n'est-ce que pas? Vous faisiez partie de l'équipe qui a développé le manuel tactique actuel pour le soutien aérien rapproché. Cole cligna des yeux, surpris. C'était il y a 8 ans. Comment? Le capitaine sourit encore plus largement. Monsieur, c'est toujours le manuel que nous utilisons. Vos scénarios sont légendaires. Nous étudions les enregistrements de vos missions dans le cadre de notre formation avancée. Voici Reaper 6. Le Reaper 6, le major l'interrompit d'un regard. Il lui rappela que certaines choses restaient classifiées, mais le mal était fait. Les autres passagers observaient maintenant. Ils observaient vraiment, essayant de concilier l'homme qu'ils avaient rejeté avec l'image que ses pilotes avaient dépeinte. Harper était devenu pâle. Son mépris initial se transformait dans quelque chose qui ressemblait à de la honte ou à la prise de conscience qu'elle venait de passer 2 heures à insulter quelqu'un dont elle n'était pas digne. Le lieutenant-colonel jeta un coup d'œil vers les hublots. « Monsieur, votre fils et vous aimeriez voir la ligne de vol? Nous avons environ 1 heure avant notre prochain briefing. Certains membres de l'escadron apprécieraient de vous rencontrer. » C'était formulé comme une question, mais Cole comprit l'offre sous-jacente, un retour temporaire dans le monde qu'il avait quitté, une chance de montrer à Ryan l'homme que son père avait été. Cole regarda son fils qui le fixait avec émerveillement et confusion. « Tu veux voir un vrai avion de chasse de près? » La réponse de Ryan fut immédiate et enthousiaste. Les pilotes sourirent, une chaleur sincère, le personnel militaire réservé à ses propres membres et aux enfants. 2 groupes qu'ils avaient juré de protéger. Ils sortirent sur le tarmac. La chaleur du Texas les enveloppait. L'odeur du kérosène et du béton chaud était si familière qu'elle fit mal à la poitrine de Cole. Ryan sautillait sur place. L'épuisement était oublié. Le F-22 était encore plus impressionnant de près. Ses lignes angulaires étaient conçues pour déjouer les radars. Sa forme était une menace pour les ennemis et une promesse pour les alliés. L'équipe au sol interrompit ses tâches. Curieuse. Le capitaine courut vers le chef d'équipe et lui expliqua quelque chose qui fit sourciller le sergent plus âgé. Elle se tourna vers Cole, l'observa, puis hocha la tête et leur fit signe d'avancer. Ryan s'approcha de l'avion avec révérence, tendant sa petite main sans toutefois le toucher. Le chef d'équipe, une femme d'une 40aine d'années portant des galons de sergent et un badge avec le nom Martinez, s'accroupit à la hauteur de Ryan. « Tu aimes les avions, petit? » Ryan acquiesça, sans voix. Martinez sourit. « Celui-ci est le meilleur. Tu veux connaître un secret? » Cet avion, immatriculé 775, était piloté par l'un des meilleurs pilotes que l'armée de l'air ait jamais eu. Un type appelé Reaper 6. Les yeux de Ryan s'écarquillèrent. Il regarda son père, puis Martinez. « C'est mon père. C'est son nom. » L'expression de Martinez changea, devenant plus profonde. Elle se redressa et regarda Cole droit dans les yeux. Les vêtements usés, les yeux fatigués, le bracelet en acier. « C'est bien ça? » Cole acquiesça, incapable de faire confiance à sa voix. Martinez l'observa un instant de plus. « Chef Martinez, j'étais chef d'équipe pour cet appareil pendant le déploiement en Syrie. Vous l'avez ramené avec la moitié de ses systèmes hors service et un mètre d'une aile en moins. Je ne pensais pas que c'était possible. » Le souvenir lui revint en mémoire. Les alarmes du cockpit hurlaient. Jessica à la radio qui le guidait, parce qu'elle savait mieux que quiconque lire son pilotage, sa voix calme, tandis que Cole luttait contre les commandes et les lois de la physique. Ce jour-là, il était responsable de la vie de 6 membres d'équipage. Quand ils avaient enfin atterri, des véhicules d'urgence les entouraient. Cole était resté assis, incapable de bouger. Jessica était montée et l'avait sorti elle-même, le tenant dans ses bras pendant qu'il tremblait. 3 mois plus tard, elle était partie. Martinez fit signe à son équipe qui approcha une échelle de maintenance. « Tu veux voir le cockpit, petit? » Le visage de Ryan répondit, avant que les mots ne puissent sortir. Le major aida Ryan à monter sur l'échelle. Le garçon grimpa avec une détermination prudente, la main de son père fermement posée sur son dos. La verrière avait été ouverte pour l'entretien et Ryan disparut dans le cockpit.
Cole le suivit, son corps se souvenant de l'ascension, de l'emplacement exact des mains et des pieds. Ryan touchait tout. Le manche, la manette et des gaz, les écrans d'affichage. « Papa, murmura-t-il, tu as piloté ça? Vraiment? » Cole s'installa sur le bord du cockpit, assez près pour être en sécurité, assez loin pour le laisser explorer. « Oui, mon grand, je l'ai vraiment piloté. » Harper les avait suivis sur le tarmac. Elle gardait ses distances, mais ne pouvait détourner le regard. Elle avait abandonné son téléphone et sa colère, qui n'avaient plus aucune importance. Cole la vit debout, les bras croisés, ses vêtements coûteux la distinguant de cet environnement d'une manière que sa pauvreté ne pouvait égaler. L'argent n'avait aucune importance ici. Ce qui comptait, c'était la compétence, le courage et la volonté de tout sacrifier pour la personne à côté de soi. Des valeurs qu'elle ne partageait pas. Des valeurs que son monde lui avait appris à rejeter. Elle avait bâti un empire sur des contrats de défense tout en méprisant les défenseurs, sans jamais comprendre que les machines qu'elle vendait n'étaient aussi performantes que les personnes qui les pilotaient. À présent, elle regardait l'une de ces personnes montrer à son fils un héritage qu'elle ne comprendrait jamais. Son expression suggérait qu'elle commençait à comprendre à quel point elle avait mal évalué la valeur de ces personnes. Le lieutenant-colonel s'avança. « Monsieur, l'escadron serait honoré que vous nous rejoigniez dans la salle de briefing. Certaines personnes aimeraient vous rencontrer. » C'était une autre porte qui s'ouvrait sur un passé que Cole avait tenté de sceller, mais Ryan le regardait avec une telle fierté que Cole se surprit à acquiescer. Ils descendirent. La main de Ryan serrait fermement celle de son père. Martinez attrapa le bras de Cole. « Monsieur, je ne sais pas ce qui vous a amené ici aujourd'hui, mais je suis heureuse que vous soyez venu. Ces enfants ont besoin de voir ce qu'ils essaient de devenir. Quelqu'un qui a vécu cela, qui a survécu et qui emporte les cicatrices. » Elle fit une pause. Quelqu'un qui a choisi de continuer alors que tout incitait à abandonner. Le trajet jusqu'à la salle de briefing lui donna l'impression de remonter le temps. Cole pouvait se déplacer dans cette base les yeux fermés, ses pieds trouvant des chemins que son esprit avait oubliés. Ryan bavardait à côté de lui, posant des questions sur les avions, le pilotage et ce que l'on ressentait à une telle vitesse. Cole répondait, sa voix retrouvant sa force. Les portes de la salle de briefing s'ouvrirent et toutes les têtes se tournèrent. Il y avait peut-être une quinzaine de pilotes à l'intérieur, certains se préparant pour des vols, d'autres faisant leur débriefing. « Attention !» cria quelqu'un, et la salle se concentra soudainement. Le lieutenant-colonel leva la main en signe de détente. « Voici Cole Bennett, nom de code Reaper 6. Certains d'entre vous ont étudié ses missions. Vous avez tous bénéficié de ses innovations tactiques. » La salle devint silencieuse. Cole sentit 15 paires d'yeux l'évaluer, le jauger, essayant de concilier un nom de code légendaire avec l'homme vêtu d'une combinaison de travail taché qui tenait la main d'un enfant. Un jeune lieutenant leva la main avec hésitation. « Monsieur, est-il vrai que vous avez terminé l'exercice Nellis avec un ratio de 50 victoires pour 0 défaite? » Cole cligna des yeux. 51 pour 0, mais c'était il y a longtemps. Le capitaine secoua la tête. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas un monde différent. Nous poursuivons ce que vous avez commencé. » Une femme majeure se pencha en avant. « Monsieur, la manœuvre défensive que vous avez mise au point, le Reaper Roll, m'a sauvé la vie l'année dernière lors d'un accident d'entraînement. Mon instructeur m'a fait m'entraîner jusqu'à ce que je puisse le faire les yeux fermés. Lorsque mon système hydraulique est tombé en panne, ma mémoire musculaire a pris le relais. » Elle se leva, se mit au garde-à-vous et salua. « Merci, monsieur. » Les autres se levèrent un par un jusqu'à ce que toute la salle soit au garde-à-vous. Un hommage silencieux qui en disait plus long que les mots. Cole sentit quelque chose se briser en lui. Un barrage construit à partir du chagrin, de la honte et de la conviction qu'il avait échoué en survivant alors que Jessica n'avait pas survécu. Ryan lui tira la main, perplexe, mais comprenant qu'il se passait quelque chose d'important. Cole serra son fils contre lui, ayant besoin de ce point d'ancrage. Quand il parla, sa voix était à peine audible. « Je ne faisais que mon travail, comme vous tous. » Le major s'avança. « Monsieur, c'est justement ça. Vous avez fait votre travail mieux que quiconque aurait pu l'imaginer. Puis vous êtes parti comme vous avez dû le faire, et vous êtes toujours là, toujours debout. Vous continuez d'élever ce garçon, n'est-ce que pas?
Ce n'est pas un échec, c'est une victoire. Un colonel entra, sa présence transformant l'atmosphère informelle en atmosphère officielle. Quelqu'un le briefa à voix basse et son expression se transforma en respect. Il s'approcha de Cole, la main tendue. Colonel Davis, commandant d'escadron. C'est un honneur, Capitaine Bennett. Cole lui serra la main, remarquant que le colonel utilisait son grade malgré ses vêtements civils. Appelez-moi simplement Cole, monsieur. Je ne suis plus en service. Davis secoua la tête. Une fois capitaine, toujours capitaine. Cela ne change pas. Il jeta un coup d'œil à Ryan. C'est votre fils? Cole acquiesça. Ryan, il a 6 ans. Il veut devenir pilote. Davis s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Ryan. C'est vrai, fiston. Ryan acquiesça timidement. Comme mon papa, comme ma maman. L'expression de Davis changea. Votre maman était pilote, elle aussi. Cole serra l'épaule de Ryan. Le capitaine Jessica Hayes. Il est mort dans un accident d'entraînement il y a 6 ans. L'ambiance de la pièce changea. La fête fit place à quelque chose de plus solennel. Ces gens comprenaient la perte. Ils avaient tous connu quelqu'un qui n'était pas revenu. Tous portaient des noms qui vivaient à jamais dans le silence entre des missions. Davis se tenait debout, en tenue officielle. Capitaine Hayes, je connaissais son travail. Elle a joué un rôle déterminant dans l'élaboration des protocoles actuels de guerre électronique. Je suis désolé pour votre perte. L'armée de l'air avait perdu 2 officiers exceptionnels ce jour-là. L'un était mort, l'autre était en deuil. C'était la reconnaissance que le départ de Cole n'était pas de la lâcheté, mais une question de survie. Que parfois, la chose la plus courageuse qu'un guerrier puisse faire était de déposer les armes et d'apprendre à vivre à nouveau. Ryan se blottit contre la jambe de son père. Le colonel prit une décision. Capitaine Bennett, pourriez-vous parler à mes pilotes? Partager avec eux une perspective qui ne se trouve pas dans les manuels. Cole hésita, mais il pensa à Jessica, à la façon dont elle l'avait toujours poussé à partager ce qu'il savait. Je ne sais pas trop ce que je pourrais leur dire. Davis sourit. Dites-leur comment c'est après. Après la fin de la carrière, quand il faut découvrir qui on est, quand on ne peut plus voler. Ils ont besoin de voir qu'il y a un après, et que cela vaut la peine de se battre pour cela. Ryan s'installa dans un fauteuil avec son avion miniature. Cole se tenait devant, se sentant exposé. Dans les airs, il avait suivi une formation et des procédures. Ici, il n'avait que sa vérité. Je n'ai jamais voulu arrêter de voler, commença Cole. Je suis parti parce que mon cerveau a cessé de coopérer, parce que les cauchemars étaient devenus si terribles que je ne pouvais plus me faire confiance dans le cockpit. La perte du capitaine Hayes a brisé quelque chose en moi. Je me suis reproché, même si l'enquête sur l'accident a conclu que je n'aurais pas pu l'empêcher. Sa voix se brisa. Les médecins ont appelé cela la culpabilité du survivant. J'ai appelé cela l'enfer. Pendant 6 mois, je n'ai pas pu dormir. Je ne pouvais pas regarder le ciel sans voir son avion s'écraser. J'avais le choix. Rester, faire du travail de bureau, regarder les autres faire ce que j'aimais, ou partir, essayer de construire quelque chose de nouveau, me concentrer sur mon fils. J'ai choisi Ryan. J'ai choisi d'être présent plutôt que d'être important. Certains jours, ce choix me semble être la mission la plus difficile que j'ai jamais accomplie. Il regarda le jeune lieutenant. Cet exercice ne consistait pas à être meilleur. Il s'agissait de refuser de perdre. Chaque cible éliminée était quelqu'un qui ne pouvait pas abattre mes ailiers. C'est ça, être pilote. Ce n'est pas la gloire ou l'adrénaline, mais le refus absolu de laisser quelqu'un derrière soi. Mais parfois, on perd quand même des gens et il faut trouver un moyen de vivre avec ça. Ryan observait son père, entendant des choses qu'il était trop jeune pour comprendre auparavant. Cole se demandait quelle histoire le garçon se raconterait à propos de cette journée. Je travaille maintenant comme mécanicien. Je répare des voitures pour des gens qui me remarquent à peine. Je suis payé moins que ce que vaut mon expertise. Mon fils et moi vivons dans un appartement où le chauffage ne fonctionne pas toujours. Nous faisons nos courses dans des magasins d'occasion et nous mangeons parfois des céréales pour le dîner. Selon tous les critères utilisés par la société, je suis un échec. Il laissa planer ce mot. Mais voici ce que j'ai appris. L'échec, c'est la vie vue sous un mauvais angle. J'ai peut-être perdu ma carrière, mais j'ai gagné la possibilité d'être là lorsque Ryan fera ses premiers pas vers l'avenir qu'il choisira. J'ai peut-être perdu le respect des gens qui ne vous apprécient que pour ce que vous faites. Mais j'ai gagné la capacité de voir qui quelqu'un est vraiment, au-delà des jugements superficiels. J'ai peut-être perdu l'identité sur laquelle j'avais construit ma vie.
Mais j'ai gagné la chance de découvrir qui je suis quand tous les titres sont retirés. Le major a pris la parole. Monsieur, regrettez-vous d'être parti? Cole a réfléchi honnêtement à la question. Chaque jour, mais je ne le regrette pas du tout non plus. Les deux choses sont vraies. Voler me manque autant que respirer. Mais voir Ryan grandir, être le parent dont il a besoin, cela vaut le sacrifice. Ce n'est pas plus facile. Ce n'est pas ce que je choisirais si le monde m'offrait d'autres options. Mais ça en vaut la peine. Il fit un geste vers l'Assemblée. Accrochez-vous à cela aussi longtemps que vous le pouvez. Volez chaque mission comme si c'était la dernière, car un jour, ce sera le cas. Mais n'oubliez pas qu'il y a une vie après le vol. Ce n'est pas un lot de consolation, c'est juste différent. C'est toujours difficile. Cela demande toujours du courage. Il regarda Ryan. Et parfois, si vous avez de la chance, cela s'accompagne d'un copilote qui rend les turbulences intéressantes. Le colonel Davis s'est levé lorsque Cole a terminé, et ses applaudissements ont déclenché une réaction en chaîne. Ce n'était pas une cérémonie de politesse, mais une véritable marque d'appréciation. Lorsque le bruit s'est estompé, Davis a pris la parole. Capitaine Bennett, j'aimerais vous faire une proposition. Nous avons un programme de consultance civile pour les pilotes qui ont quitté le service actif, mais qui ont encore de l'expertise. Vous aideriez au développement tactique, peut-être en simulant des scénarios avec de nouveaux pilotes, à temps partiel, de manière flexible en fonction de votre emploi actuel et de l'emploi du temps de votre fils. Cela vous intéresse? Cole sentit l'offre atterrir comme un avion de chasse après une longue mission. Solide, réel, possible. Ce n'était pas volé, cela ne serait jamais volé. Mais c'était un moyen de revenir dans le monde qu'il avait aimé. La reconnaissance que ses connaissances avaient encore de la valeur. Il pensa à Ryan, à lui offrir mieux que des repas froids et des céréales. Il pensa à Jessica, à ce qu'elle dirait. Elle lui dirait d'accepter, d'arrêter de se punir avec la pauvreté parce qu'il avait survécu alors qu'elle n'avait pas survécu. Oui, monsieur, je suis intéressé. La logistique a pris 1 heure supplémentaire. Paperasse, vérification des antécédents, planification. D'autres pilotes se sont présentés à tour de rôle, partageant des anecdotes sur la façon dont les innovations de Cole avaient été intégrées à la formation. Lorsqu'ils sont retournés au terminal, Cole se sentait émotionnellement épuisé, mais d'une certaine manière plus léger. Harper était toujours là, attendant, le visage impassible. Elle s'approcha lentement, comme quelqu'un qui s'approche d'un danger qu'il a sous-estimé. Monsieur Bennett. Sa voix avait perdu son mépris initial, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la contrition. Je vous dois des excuses. Cole attendit, ne lui facilitant pas la tâche. Ryan se pressa contre lui, protecteur. Harper continua, les mots lui venant clairement avec difficulté. Je vous ai jugé sur des apparences, vos vêtements, votre situation. J'avais tort, clairement, profondément tort. C'étaient des excuses professionnelles, répétées et soigneusement conçues pour atténuer la responsabilité. Cole en avait entendu assez pour reconnaître le schéma. Vous ne saviez pas, dit-il simplement. Harper secoua la tête. Ce n'est pas une excuse. J'aurais dû vous traiter avec une décence élémentaire malgré tout. J'ai été cruel envers vous et votre fils. Je suis désolé. Les excuses restèrent un temps suspens entre eux. Cole comprit qu'elle attendait le pardon ou l'absolution. Il ne lui accorda ni l'un ni l'autre. Ryan, dit-il, va regarder ses maquettes d'avion. Le garçon obéit, les laissant seuls. Cole reporta son attention sur Harper. Tu veux savoir ce qui me dérange le plus? Ce n'est pas que tu aies été impoli avec moi. J'y suis habitué. Mais tu as été méchante avec mon fils. Tu l'as fait se sentir petit et indésirable dans un espace qu'il avait tout à fait le droit d'occuper. Tu l'as fait sans réfléchir. Parce que dans ton monde, les gens comme nous n'ont pas assez d'importance pour être pris en considération. Le visage de Harper rougit. Je sais, Cole leva la main. Je ne veux pas d'excuses, mais je veux savoir si tu vas t'améliorer. Si le fait de me voir saluer va changer la façon dont tu traites la prochaine personne en vêtements usés, ou si tu vas simplement classer cela comme une exception. C'était dur, mais Harper avait blessé son enfant. Son malaise n'était qu'une fraction de ce que Ryan vivait chaque jour. Harper a croisé son regard et pour la première fois, il a vu quelque chose de réel, une véritable honte, une véritable reconnaissance du mal fait. Vous avez raison sur tout. J'ai construit mon identité autour de la supériorité.
J'ai utilisé la richesse comme critère de mesure parce qu'elle est quantifiable et favorable à moi. J'ai probablement fait à des centaines de personnes ce que je vous ai fait aujourd'hui, et je n'y ai jamais pensé parce qu'elles ne pouvaient pas se défendre. L'effet d'une pause. J'aimerais dire que cela m'a transformé, mais ce serait une autre réponse superficielle. Le vrai changement prend du temps, mais je peux commencer par m'améliorer lors de ma prochaine interaction, jusqu'à ce que traiter les gens avec dignité devienne automatique. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite de toute la journée. Cole se surprit à acquiescer. Et c'est tout ce que nous pouvons faire, commencer là où nous en sommes et essayer d'être meilleurs demain. Le représentant de la compagnie aérienne apparut, annonçant que leur avion était prêt. Les passagers s'agitèrent, prêts à retourner à leur vie normale, où cet intermède deviendrait une anecdote à raconter lors d'un dîner. Pour Cole, c'était tout le contraire. Ce n'était pas un départ de la vie réelle, mais une collision entre deux versions de lui-même qu'il pensait séparées à jamais. Ils montèrent à bord dans le même ordre qu'ils étaient descendus, mais tout avait changé. L'hôtesse de l'air sourit chaleureusement à Ryan et lui demanda s'il avait apprécié les avions de chasse. Harper prit place sans se plaindre ni passer d'appel téléphonique. Cole s'installa au 12F avec son fils. Le cuir n'était ni plus cher ni moins cher qu'avant. Mais d'une certaine manière, le siège semblait différent, comme s'il avait gagné le droit de l'occuper grâce à quelque chose de plus substantiel qu'un surclassement de courtoisie. Ryan sortit son avion miniature, mais se contenta de le tenir délicatement, le regardant avec une nouvelle compréhension. Papa, dit-il doucement, tu as eu peur quand tu as pris l'avion pour de vrai? Cole songea à mentir, à préserver son image héroïque. Puis il repensa à la promesse qu'il avait faite à Jessica. Toujours dire la vérité à Ryan. J'ai eu peur à chaque fois. Mais avoir peur ne signifie pas que tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Cela signifie que tu le fais quand même parce que quelqu'un compte sur toi. Ryan réfléchit, le visage grave. Comme quand tu prends soin de moi-même quand c'est difficile. Cole sentit sa gorge se serrer. Oui, mon pote, exactement comme ça. Son fils s'appuya contre lui. Le petit avion était serré entre eux comme une promesse. Je pense que tu es toujours courageux, papa. Même sans l'avion. C'était la déclaration la plus simple, prononcée avec la certitude d'un enfant, et elle défie quelque chose en lui qui était resté coincé pendant 6 ans. Il passa son bras autour de son fils et se laissa envahir par la fierté, non pas du passé, mais de ce qu'il parvenait à être dans le présent. Le vol vers Dallas s'est déroulé sans incident. Cold et somnolé, ses rêves n'étaient pour une fois pas hantés par les avions qui tombaient et la dernière transmission de Jessica. Au lieu de cela, il a rêvé de la salle de préparation, des pilotes au garde-à-vous, de Ryan dans le cockpit du F-22 avec tout son avenir devant lui. À l'atterrissage, Harper a été la première à se lever. Mais avant de partir, elle s'est arrêtée devant le siège de Cole et a sorti une carte de visite. Mon entreprise recherche en permanence des consultants ayant une véritable expérience opérationnelle. Le travail est civil, mais intéressant. Si vous êtes intéressé, appelez-moi. Le salaire est nettement supérieur à 8 de l'heure. Elle n'attendit pas de réponse et remonta simplement l'allée. Ryan vit la carte. C'est la méchante dame? Cole sourit. Oui, mon pote, mais peut-être qu'elle essaie d'être moins méchante. C'était l'interprétation la plus gentille, peut-être plus généreuse que Harper ne le méritait. Ils récupérèrent leur unique sac de voyage sur le tapis roulant et se dirigèrent vers le parking longue durée. Le camion de Cole était un Ford de 15 ans dont la transmission avait été remplacée et qui tenait à grand-peine. Le camion démarra au 3e essai, le moteur tout sautant avec une détermination réticente. Ryan boucla sa ceinture et rangea son avion miniature sur le tableau de bord. Cole régla le rétroviseur et aperçut son reflet. Plus vieux qu'il ne le ressentait, plus usé qu'il ne le souhaitait, mais d'une certaine manière plus solide que ce matin-là. La bande en acier reflétait la lumière. Reaper 6, cela ne le définissait plus, mais cela faisait partie de lui. Un chapitre d'une histoire encore en cours d'écriture. Le trajet jusqu'à la maison vous prit 90 minutes dans le trafic de Dallas. Cole vivait dans la partie est de la ville où les loyers étaient un bon marché. Leur immeuble était beige, beige, défraîchi par la résignation, avec un parking plein de nids de poules et un portail de sécurité cassé. Cole se gara à la place 17B, juste sous un arbre qui perdait de la sève mais offrait de l'ombre. Ryan était fatigué maintenant, l'adrénaline s'estompant.
Cole le porta à l'étage, le sac de voyage sur l'épaule, le poids de son fils chaud et confiant. Leur appartement était exactement comme il l'avait laissé, petit et propre. Les meubles provenaient de brocante. Mais chez eux, Cole avait fait de son mieux pour le rendre accueillant. Les murs étaient recouverts des dessins au crayon de Ryan, représentant des avions et des bonhommes allumettes. Le réfrigérateur était recouvert d'aimants provenant de tous les endroits qu'ils avaient visités. Le canapé était affaissé et la porte de la salle de bain ne fermait pas complètement. Mais c'était leur maison. Il mit Ryan au lit, encore presque habillé, trop fatigué pour enfiler un pyjama. Son fils s'était endormi avant même que Cole ait fini de tirer la couverture. L'avion miniature serré comme un talisman. Cole se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant son fils respirer, ressentant le mélange familier d'amour et de terreur qui accompagnait le fait d'être seul responsable du bien-être d'un autre être humain. Dans le salon, Cole s'assit sur le canapé affaissé et sortit son téléphone. 2 appels manqués de son patron chez Precision Auto, qui se demandait probablement pourquoi il avait manqué son service. Un SMS de son propriétaire au sujet du loyer. Rien de la part de ceux qui l'avaient appelé juste pour prendre de ses nouvelles. Il avait systématiquement repoussé tout le monde après avoir quitté l'armée de l'air. Il était plus facile d'être seul que de voir la pitié remplacer le respect. Mais maintenant, en regardant sa liste de contacts vide, Cole se demandait s'il avait fait le bon choix. L'isolement le protégeait du jugement, mais aussi des relations, de la possibilité que certaines personnes puissent se soucier de lui au-delà de son utilité. Il repensa au pilote d'aujourd'hui, à la façon dont ils l'avaient traité avec honneur malgré les circonstances, à la façon dont ils avaient vu en lui une valeur qu'il ne voyait pas lui-même. Peut-être était-il temps d'arrêter de se cacher. Peut-être était-il temps de reconstruire quelque chose de nouveau. Il sortit la carte de visite de Harper de sa poche. Elle comportait une douzaine de titres et un numéro de téléphone qui était probablement celui d'un assistant chargé de filtrer les appels. Il imaginait déjà la conversation. Mais il pensait aussi à Ryan, à la chaleur brisée et aux dîners en série, à l'avenir qu'il essayait de construire à partir de pièces détachées. La fierté coûtait cher. Si la culpabilité de Harper pouvait se traduire en une opportunité pour son fils, cela valait peut-être la peine d'essayer. Il posa la carte sur la table basse. Décision reportée. Demain, il appellerait le colonel. Demain, il affronterait son patron. Demain, il comprendrait la navigation. Ce soir, il était juste fatigué. Le sommeil le gagna sur le canapé, le téléphone glissant de sa main. Il rêva de voler, mais pas de cauchemar. Dans ce rêve, il apprenait à Ryan à manier les commandes. De petites mains sur le manche tandis que Cools planait à proximité. Jessica était là aussi, non pas comme un fantôme, mais bien présente dans le siège du copilote, souriant avec fierté. Le ciel était clair et infini. Le jet répondait au toucher de Ryan comme s'il l'avait attendu. Lorsque Cole se réveilla 3 heures plus tard, le rêve s'accrochait comme un brouillard de deuil, se dissipant lentement, mais laissant le sentiment que l'avenir ne devait peut-être pas être défini par la perte. Peut-être pouvait-il être défini par ce qui allait suivre, par les choix faits à partir de maintenant, par le refus de laisser la fin d'un chapitre dicter la valeur de tout le livre. 6 mois plus tard, Cole se tenait dans une salle de conférence de Fort Stockton, présentant des scénarios tactiques à des pilotes chevronnés réunis pour une formation trimestrielle. Il avait accepté l'offre du colonel et passé des mois à renouer avec l'aviation en enseignant. Son travail lui permettait de payer un meilleur appartement, où le chauffage fonctionnait et où Ryan avait sa propre chambre. Il n'avait pas appelé Harper. Sa carte était toujours posée sur sa table basse. Elle lui rappelait que certains ponts ne valaient pas la peine d'être franchis. Son travail de consultant lui suffisait. Il lui permettait de mettre de la nourriture sur la table, d'acheter de nouveaux vêtements à Ryan, de s'offrir des petits luxes occasionnels, comme aller au cinéma. Plus important encore, cela avait redonné à Cole une partie de son identité. Cela lui avait rappelé qu'il avait une valeur qui allait au-delà de la simple manipulation d'outils. Les pilotes le traitaient avec respect, lui posaient des questions, supposant qu'il était intelligent, l'écoutaient parce qu'ils reconnaissaient que son expertise venait de son expérience vécue plutôt que de la théorie. Ryan s'était adapté avec la résilience propre à l'enfance. Il s'était fait des amis dans sa nouvelle école, avait rejoint une équipe de football que Cole entraînait malgré son ignorance totale en la matière, et avait cessé de poser autant de questions sur la mer dont il se souvenait à peine. Le F-22 miniature trônait toujours sur sa table de chevet.
Mais d'autres centres d'intérêt s'y étaient ajoutés. Des livres sur l'espace, un télescope d'occasion, des rêves qui allaient au-delà de la simple reproduction de la carrière de son père. Cole regardait son fils grandir et ressentait une fierté parentale mêlée de conscience. Ryan devenait lui-même. C'était ainsi que les choses devaient être. C'était ce que Jessica aurait voulu. Pas un fils prisonnier de l'héritage de ses parents, mais un enfant libre de choisir sa propre voie. Les week-ends où il n'avait pas de consultation, il se rendait en voiture à la base pour regarder les avions décoller. Le rugissement des moteurs était un langage qu'ils comprenaient tous les deux. Ryan posait des questions techniques de plus en plus sophistiquées, et Cole répondait, partageant des connaissances qui avaient autrefois défini son existence et qui servaient désormais un autre objectif, créer un lien avec son fils. Les pilotes avec lesquels il travaillait étaient devenus comme des amis, des relations fondées sur le respect mutuel. Il l'invitait aux événements de l'escadron, l'incluait dans des réunions informelles, le traitait comme s'il faisait toujours partie de l'équipe, même si son service actif était terminé. Ce n'était pas la même chose que voler, mais c'était suffisant. Certaines nuits, Cole faisait encore des cauchemars. La voix de Jessica à la radio, le sentiment d'impuissance d'être cloué au sol alors qu'elle y avait besoin de lui, le silence après sa dernière transmission. Mais certaines nuits, il dormait jusqu'au matin sans être dérangé. Ces nuits paisibles devenaient de plus en plus fréquentes, comme si son subconscient avait enfin reçu la permission de guérir, de reconnaître que survivre n'était pas une trahison et qu'aller de l'avant n'était pas oublié. Un après-midi, le téléphone de Cole vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. Le message était de Harper Caldwell. Monsieur Bennett, j'espère que vous allez bien. Votre conversation d'il y a 6 mois a entraîné des changements importants dans la culture de notre entreprise. Nous avons mis en place un processus de sélection des CV à l'aveugle et des initiatives en faveur de la diversité. Ce sont de petits pas, mais ils sont importants. Je tenais à vous présenter à nouveau mes excuses en bonne et due forme, sans rien attendre en retour. Ce que j'ai fait est inexcusable, et je m'efforce de m'améliorer. Je ne m'attends pas à votre pardon, mais je tenais à vous faire savoir que vous avez changé les choses. Cole lut le message 3 fois pour déterminer s'il s'agissait d'un message sincère ou d'une opération de relations publiques sophistiquée. Finalement, cela n'avait pas d'importance. Si Harper avait réellement changé de comportement, cela aidait des personnes qu'il ne rencontrerait jamais. Cela valait mieux que le cynisme. Il a tapé une brève réponse. Merci pour cette mise à jour. Je suis heureux que quelque chose de positif soit ressorti d'une journée difficile. Il l'a envoyé, puis a supprimé son contact. Sa valeur ne venait pas du fait d'être son projet de rédemption. Elle venait du fait d'être présent chaque jour pour son fils, d'enseigner à des pilotes qui transmettraient ses connaissances dans des situations où elle pourrait sauver des vies, de la dignité tranquille de construire quelque chose à partir de rien. Ce soir-là, il est allé chercher Ryan à l'école et ils sont allés dîner à leur camion de tacos préféré. Assis à la table de pique-nique abîmée, ils ont regardé le coucher de soleil orange et violet. Ryan a parlé de sa journée, d'un test qu'il avait réussi, d'une dispute dans la cour de récréation qu'il avait réglée, de ses projets pour son exposé de sciences. Cole l'écoutait et se sentait reconnaissant pour la beauté banale de la parentalité. Pendant qu'il mangeait, une femme s'est approchée, hésitante mais déterminée. Elle portait un uniforme de vendeuse, avec son badge encore épinglé. Je suis désolé de vous interrompre, mais j'étais sur ce vol il y a 6 mois, celui qui a atterri à la base aérienne. Cole a senti sa poitrine se serrer. La femme a continué, d'une voix douce mais sincère. J'ai vu ce qui s'est passé avec ces pilotes. J'ai entendu ce que vous avez dit à cette femme d'affaires. Je voulais juste vous remercier. Ma fille et moi étions dans une situation similaire. Nous n'avons pas grand-chose et les gens nous traitent comme si nous étions inférieurs. Voir quelqu'un tenir tête à cela, voir ces pilotes reconnaître votre valeur, cela m'a donné l'espoir que nous ne sommes pas invisibles. Elle posa brièvement sa main sur son épaule, puis s'éloigna. Ryan leva les yeux. Qui était-ce, papa? Cole déglutit péniblement. Juste quelqu'un qui me rappelle que nous ne sommes jamais aussi seuls que nous le pensons, mon garçon. Ils ont fini leur taco dans un silence confortable, celui qui n'existe qu'entre des personnes qui ont traversé des tempêtes ensemble. Sur le chemin du retour, Ryan s'est endormi, la tête appuyée contre la vitre, les lumières de Dallas dessinant des motifs sur son visage.
Cole conduisait prudemment, pensant à l'étrange trajectoire de ces 6 derniers mois. Il était monté dans l'avion en étant une version de lui-même diminuée, c'est à diminuer, négligé, convaincu que ses meilleurs jours étaient derrière lui. Il en était descendu différent, non pas parce que les circonstances extérieures avaient changé, mais parce qu'il avait été contraint de faire face au fossé entre ce qu'il était et ce que les autres pensaient qu'il était. Ce fossé avait toujours existé, mais le voir reconnu par des personnes dont il respectait le jugement avait changé quelque chose de fondamental. Il ne se contentait plus de survivre, il construisait. Pas la vie qu'il avait prévue, mais une vie néanmoins construite à partir de résilience, d'amour et d'un refus obstiné de laisser la perte avoir le dernier mot. De retour à l'appartement, Cole abordait Ryan dans son lit, dans sa propre chambre. Il a embrassé son front, a respiré l'odeur de l'enfance qui ne durerait plus très longtemps, puis est retourné dans le salon. Le bracelet en acier à son poignet a reflété la lumière de la lampe. Reaper Says, ce nom de code avait désormais une signification différente. Ce n'était plus un souvenir de ce qu'il avait été, mais un rappel que l'identité pouvait s'étendre plutôt que se réduire, que les compétences acquises dans un domaine pouvaient être transférées à un autre, que la fin d'une mission signifiait simplement le début de la suivante. Il ne volerait plus jamais. Cette porte était définitivement fermée, mais il pouvait enseigner. Il pouvait être parent. Il pouvait montrer à son fils, aux pilotes qui l'encadraient et aux inconnus dans les terminaux que la valeur existait indépendamment de la richesse, du statut social ou des sièges en cuir. C'était un autre type de vol, terrestre, mais non moins important. Cole sortit son téléphone une dernière fois et commença à taper des messages à l'intention des personnes qu'il avait repoussées. D'anciens membres de son escadron, des amis d'avant la mort de Jessica. Les messages étaient simples. Salut, je sais que ça fait longtemps. Je vais mieux maintenant. Ne te sens pas obligé de répondre, mais je voulais que tu saches que je suis là si tu veux reprendre contact. Il les envoya sans trop réfléchir. Certains répondraient, d'autres non. Ce n'était pas grave. Le but n'était pas de garantir des résultats, mais d'ouvrir des portes qu'il avait clouées dans son chagrin. Il dormit plus facilement cette nuit-là. Ses rêves ne furent pas perturbés par des sirènes ou des avions qui s'écrasaient. Au lieu de cela, il rêva de Ryan grandissant, de lui apprendre à conduire, de le voir obtenir son diplôme et finalement de le laisser partir vers l'avenir qu'il avait choisi. Il rêva de salles de classe remplies de pilotes, apprenant de ses erreurs et de ses succès. Il rêva de Jessica, non pas comme un fantôme, mais comme un souvenir adouci par le temps, toujours douloureux, mais plus paralysant. Et il rêva de lui-même. Pas l'homme qu'il avait été, qu'il avait perdu ou qu'il craignait de devenir, mais simplement l'homme qu'il était. Imparfait, en difficulté, parfois à peine capable de tenir le coup, mais présent malgré tout, avançant pas à pas, refusant de laisser le jugement du monde définir sa valeur ou l'avenir de son fils. Dans son rêve, quelqu'un lui demanda qui il était, et il répondit sans hésiter. Cole Bennett, père, enseignant, mécanicien, survivant, ancien pilote, futur, quoi qu'il arrive ensuite. C'était suffisant. Cela avait toujours été suffisant. Il ne l'avait simplement pas su avant de se retrouver à 30 000 pieds au-dessus du Texas. Un salut lui avait rappelé ce qu'il avait oublié, que le prix d'un siège n'était rien comparé au prix que certains hommes payaient en silence, et que parfois, être ignoré n'était que la manière dont le monde testait si vous pouviez voir votre propre valeur quand personne d'autre ne le faisait.